Bonjour à tous et bienvenue sur Matricule 007. Votre esprit subtil aura deviné le sujet principal de cette chaîne, James Bond et son univers. Parcourez ses aventures livresques et cinématographiques à mes côtés chaque samedi matin. Aujourd'hui, nous poursuivons notre analyse du film Dr No. Nous découvrirons l'organisation du tournage, les véhicules utilisés, les musiques, le gun barrel, les réactions du public et quelques anecdotes. L'intrigue de Dr No se déroule principalement en Jamaïque, mais aussi à Londres et à Crab Cay. Le tournage commence le 16 janvier 1962 par la séquence de la cabine téléphonique et la rencontre avec M. Jones à l'aéroport de Kingston. Le lendemain, la production se déplace sur la route de Port-Royal pour filmer l'affrontement entre 007 et Jones avant de tourner des scènes entre Bond et Querelle les jours suivants. Le reste du mois de janvier fut consacré aux autres scènes se déroulant à Kingston et dans ses environs, notamment la maison de Strangway et le meurtre de la secrétaire Mary Trueblood, filmé dans la propre maison de l'actrice Dolores Kittor. Ursula Andress arrive en Jamaïque le 29 janvier. La scène du baiser final avec Sean fut la première que la Suissesse filma avec l'acteur. La célèbre entrée en scène d'Honey Rider sortant de l'eau en bikini fut tournée sur la plage Logging Waters le 8 février en présence de Fleming. Cette scène devint culte au grand étonnement de l'actrice. Lors de la rédaction de ce moment, Fleming se serait inspiré du tableau La naissance de Vénus de Botticelli. L'extérieur du repère du Dr No fut filmé sur un quai d'un village de pêcheurs au Correios. Le site fut ensuite recréé en miniature au sud de Pinewood, en Angleterre, par le superviseur des effets spéciaux Frank George. Les scènes où Bond et Honey se lavent furent filmées le 18 février, suivies 3 jours plus tard par des prises de vue à l'hôtel Sans Souci d'Ocorios, qui servait d'extérieur au bungalow de Miss Tarot. Les intérieurs furent tournés plus tard au studio Pinewood. 10 ans plus tard, l'hôtel Sans Souci servira également de décor au spectacle du baron Sandy dans Vivre et laisser mourir. Le dragon fut conçu par le directeur artistique Sid Cain, dont le nom ne fut pas crédité au générique. Bien que ce ne soit pas visible dans le film, le tournage fut rendu difficile par les pluies torrentielles. Le réalisateur renonça même à certaines scènes en extérieur. Un deuxième élément rendit le tournage difficile. Si Broccoli cherche toujours à arrondir les angles, Saltzman s'amuse à semer la tempête. Ce dernier se conduit comme un nabab, coupé des réalités. En Jamaïque, il débarque en terrain conquis. Il roule à contresens sur les routes étroites de l'île et grille la priorité à tous ceux qu'il croise, agaçant les autorités locales. La résidence de Fleming se trouvant à proximité du tournage, l'écrivain rendait régulièrement visite à l'équipe du film avec ses amis, tout comme Diane Gilento, l'épouse de Sean Connery. L'équipe quitte la Jamaïque le 22 février. Le 26, les prises des vues commencèrent à Pinewood dans des décors conçus par Ken Adam. Il se voit accorder un budget de 14 500 livres. Il en réclame 20 000. Et les producteurs finissent par céder. L'argent supplémentaire proviendra des deniers personnels de Broccoli et Saltzman. Les premières scènes tournées en studio sont celles du QG du MI6. Pour le bureau de M, pour donner une idée de luxe, Adam recouvre des meubles en toc avec des feuilles de teck. Les photos de bateaux symbolisent le passé de M et indirectement celui de Bond et de Fleming. La porte est en réalité en plastique recouvert d'une patine qui lui donne l'aspect du cuir. Le décor sera entreposé à la fin du tournage afin d'être réutilisé dans les films suivants. La scène où Bond jette son chapeau sur le porte-manteau au moment d'entrer dans le bureau de Moneypenny a dû être filmée à 10 reprises, car Sean manquait sa cible à chaque fois. Au fil des films, l'acteur améliora sa technique, réussissant du premier coup. La scène de l'introduction emblématique de Bond face à Sylvia Trench fut filmée le 2 mars dans un décor de casino conçu par Adam sur la base du club Les Ambassadeurs de Londres. Une légende prétend que Sean était si angoissé qu'il fut incapable de prononcer son texte. Sur la recommandation de Young, l'actrice a conduit l'Écossais au bar et l'a fait boire jusqu'à ce qu'elle le sente détendu. Ils reviennent sur le plateau et tout se passe pour le mieux. Durant cette période, Joseph Wiseman arriva au studio. Début mars, les scènes dans le bungalow de Miss Tarot furent filmées durant 3 jours.
Le tournage des scènes dans les quartiers du Dr No commença le 13 mars. L'appartement dans la grotte du docteur possède une fenêtre donnant sur les fonds marins. Pour cela, les poissons furent filmés auparavant, puis la scène fut projetée sur le mur lors du tournage. Les scènes de la confrontation finale dans la salle du réacteur du docteur furent filmées en studio pendant 4 jours à partir du 21 mars. Fleming assista au tournage de cette séquence. Conformément au livre, une scène devait monter au nez attaché au sol et sur le point d'être attaqué par des crabes. Mais les crabes envoyés des Caraïbes sont arrivés congelés et bougeaient très lentement. La scène fut supprimée. À la place, Honey devait se noyer lentement avant d'être secouru par Bond. Andress quitta la production le 3 avril. Au moment de tourner la scène où Bond est poursuivi par les 3 aveugles, Young désapprouve la victoire de la petite voiture de Bond contre le corbillard des méchants. Il paya 25 $ au conducteur d'une grue pour permettre à Bond de passer sous celle-ci alors que les assassins tombaient au bas de la falaise. Après 58 jours de prise de vue, le tournage s'acheva le 30 mars. Sean Connery réalisa la plupart des cascades, surtout les scènes de combat, ce qui lui vaudra quelques soucis dans Goldfinger, mais nous reviendrons dessus ultérieurement. Par contre, il fut incapable de tourner la scène de la tarentule. Il éprouvait une peur maladive des araignées. Le cascadeur Bob Simmons doubla l'acteur sans être crédité au générique. Dans un premier temps, le réalisateur a utilisé une araignée en plastique sur le corps dénudé de Sean, mais le résultat n'était pas crédible. Deuxième essai, une vitre en plexiglas est placée entre le comédien et la tarentule. L'araignée Rosie n'a plus qu'à remonter le long du verre. Au moment de visionner les rushs, l'équipe aperçut le reflet de la caméra sur le verre. Il faut donc se passer de la vitre. Simmons, inquiet, téléphone aux eaux de Londres et demande s'il est possible de désempoisonner Rosie. Non. Si jamais la demoiselle décidait de le mordre, que se passerait-il ? Réponse du zoo, 48 heures des pires souffrances avec une paralysie temporaire ou permanente si votre cœur résiste. Sinon, nous devons tous admettre le courage de Bob. Il déclarera plus tard qu'il s'agissait de la cascade la plus effrayante qu'il eût jamais accomplie. Un silence monacal fut requis lors du tournage de la scène. Le doubleur est allongé nu sur le lit et un gardien de l'Insect House se tient près de lui avec une petite boîte ventilée recouverte d'une étoffe sombre. Moteur. L'araignée est déposée sur le nombril du cascadeur. Les 8 petites pattes velues grimpèrent le long de son ventre, puis de son torse, de son cou, de son visage, avant d'être récupérées par son éleveur. Simmons peut enfin respirer. Terence Young eut le culot de proposer une seconde prise. Les gadgets et les véhicules tiennent une part importante dans les missions de James Bond. Ces objets s'avèrent très précieux dans la réussite de ces missions. Les romans de Fleming et les premières adaptations à l'écran ne laissent qu'une petite place à l'équipement. Dans Dr No, ce dernier se résume à un compteur Geiger servant à mesurer la radioactivité de l'île de Krapke. Une montre bracelet Rolex Submariner et un sac autodestructeur. Au début du film, le major Buffroth, le futur Q, échange le Beretta fétiche de Bond contre un Walter PPK. Quels sont les véhicules utilisés dans le film et par qui ? Dans l'ordre alphabétique, nous avons une Austin A55 Cambridge, moteur 4 cylindres, puissance 55 chevaux, vitesse de pointe 122 km/h. Elle se caractérise par ses ailerons arrière et un intérieur plus spacieux. Elle apparaît dans le film sous la forme d'un taxi jaune et noir. James Bond emprunte ce taxi pour rejoindre le port et trouver Querelle. Une Chevrolet Bel Air convertible datant de 1957. Moteur 8 cylindres, puissance 185 chevaux, vitesse de pointe 193 km/h. Cette voiture est emblématique des années 1950. Ici, il s'agit d'un modèle décapotable. Dans le film, la voiture est de couleur noire et elle possède des ailerons blancs. Elle est immatriculée CCJ 7715. Elle est conduite par Monsieur Jones, un sbire du Dr No. Une Ford Anglia, moteur 4 cylindres, puissance 39 chevaux, vitesse de pointe 120 km/h. Dans le film, elle est de couleur vert clair et conduite par John Strangway.
Cette voiture fera une apparition très remarquée dans le deuxième volet des aventures de Harry Potter. Une Ford Consul Mk2 datant de 1956. Moteur 4 cylindres, puissance 59 chevaux, vitesse de pointe 127 km/h. Il s'agit de la voiture de la police jamaïcaine. Et enfin, une Sunbeam Alpine 2 datant de 1960. Moteur 4 cylindres, puissance 80 chevaux, vitesse de pointe 163 km/h. Ce cabriolet sport à 2 places est une production de Roots Group. L'Alpine fait référence au succès de la marque dans le rallye alpin. Dans le film, la voiture est de couleur bleu marine et immatriculée Z8301. Elle est utilisée par Bond pour se rendre au domicile de Miss Tarot. Le producteur Albert Broccoli a choisi Monty Norman pour la BO du film, après avoir apprécié son travail sur la comédie musicale The Ballad of the Dr. Creeping. Norman était cependant occupé par des comédies musicales et n'accepta le contrat qu'après avoir rencontré l'équipe en Jamaïque aux frais de Salzman. Durant le tournage, Norman rencontra le musicien américain Count Basie lors d'un concert et ce dernier lui demanda de lui envoyer des musiques jouables par son orchestre. Basie enregistra ainsi 4 pistes dont le James Bond thème. Hélas, Broccoli, Salzman et Norman recherchaient une musique unique. Le musicien retravailla la musique en s'inspirant de la chanson Bad Sing, Good Sing. Le thème de Bond sera souvent attribué à tort à John Barry, alors simple arrangeur. La paternité de la musique fut tranchée en justice en 2001 par la Haute Cour d'Angleterre, après 3 procès perdus par Barry. Bien que Norman soit le père du James Bond thème, il est évincé des films par la susceptibilité de Harry Saltzman. John Barry donnera de l'ampleur au thème au fil des films. Le succès du film étant immédiat à sa sortie, la bande originale est sortie plus tôt que prévu. Elle regroupe surtout des morceaux composés en Jamaïque. Elle compte 18 pistes, mais seulement 11 ont été utilisées dans le film. Byron Lee et The Dragonair chantent Kingston Calypso et Jump Up. Ce groupe était très connu en Jamaïque. Ursula Andress ramasse ses coquillages sur la plage tout en chantant Underneath the Mango Tree, chanson qui sera entendue à plusieurs reprises dans le film. La voix entendue est en réalité celle de Diana Coupland, l'épouse de Norman. Pour la scène de la tarentule, Monty créa une musique terrifiante. Il utilisa des sons électroniques et des violons qui jouèrent dans les aigus. Lorsque James frappe la bestiole avec sa chaussure, la musique tente d'adopter le même rythme. Pour la scène finale, symbolisée par la destruction du réacteur et l'explosion du laboratoire du Dr No, la musique monte par demi-ton et ton, effet qui renforce le chaos ambiant. Et enfin, de nombreuses scènes sont censées se dérouler en extérieur, près de la mer. Norman demanda à l'équipe d'augmenter l'air conditionné et utilisa le bruit de la machine. Le film s'ouvre avec la séquence du gun barrel. Il n'y a pas de pré-générique dans Dr No. C'est un rituel qui est autant attendu par les fans que le film en lui-même. Des petits points noirs, blancs se baladent sur l'écran de gauche à droite, avec l'agent 007 en cible mouvante aperçue à travers le canon d'un pistolet. Soudain, l'agent se fixe, observe le spectateur à travers le canon et tire. Le sang coule sur l'écran. Un symbolisme ? Évidemment. Montrer Bond en homme traqué, toujours à la merci d'un déchaînement de violence mortelle. Pour produire un effet réaliste, Bender filme à l'intérieur d'un véritable revolver au moyen d'une caméra miniature. L'agent 007 est incarné par Bob Simmons, le doubleur de Sean Connery. L'acteur ne tournera le gun barrel que dans le film Opération Tonnerre. Le générique succède au gun barrel. À chaque film, un nouveau générique émoustillant, très sensuel et coloré. Tout en filtre bleuté ou orangé, tout en courbe, où une escouade de superbes créatures dénudées ondule au ralenti dans des poses lascives autour d'attributs virils du monde de l'espionnage. Dans Dr No, le générique est d'abord stylisé avec des points de couleur, le James Bond thème en fond sonore. Ensuite, des ombres en train de danser se substituent au point, au son de la cantine Three Blind Mice, version Calypso. Les paroles furent modifiées pour refléter les intentions des 3 assassins engagés par le Dr No. Monty Norman était plutôt sceptique
pensant que l'idée ne fonctionnerait pas. Toutefois, quand il vit le résultat final obtenu par Maurice Binder, il s'excusa. Dr No fut d'abord projeté en exclusivité au London Pavilion pendant 2 jours avant d'être distribué dans tout le Royaume-Uni le 7 octobre 1962. Sont invités, entre autres, l'écrivain William Somerset Maugham et l'américain John Paul Getty, un des hommes les plus riches du monde. Les critiques se moqueront de l'accent écossais de Sean Connery et le trouveront trop brut de coffrage. En France, il fallut attendre le 27 janvier 1963 pour voir le film. Son exploitation en salle lui permit de rapporter 59,6 millions de dollars à travers le monde, dont 16 millions aux États-Unis, sachant qu'il avait coûté 950 000 dollars. À Paris, le film se classa à la 4e place du box-office de l'année 1963. Dr No devint le 3e film le plus rentable de cette année. La distribution du film aux États-Unis s'avéra plus problématique pour United Artists, qui présenta le métrage à plusieurs distributeurs, doutant de leur capacité à promouvoir un film britannique dont le rôle principal était tenu par un chauffeur de camion de la région de Limay. Sean Connery avait entrepris une tournée promotionnelle dans 4 grandes villes américaines, accompagné de 3 charmantes actrices, Marilyn Chase, Jane Enroth et Liz Machine. Les producteurs eurent une idée. Souvenez-vous que les ventes des livres ont décollé suite au séjour du Premier ministre Hayden à GoldenEye, puis grâce à l'article du Times dans lequel Kennedy classe le roman Bon baiser de Russie parmi ses 10 livres préférés. Les producteurs vont surfer sur cette aubaine. La bande-annonce américaine de Dr No explique que James Bond est le favori de millions de gens de Hong Kong à Yannisport. Pourquoi choisir cette station balnéaire ? Tout simplement parce qu'elle appartient au clan Kennedy. Le film sortit le 8 mai 1963. À la suite d'une traduction incorrecte, James Bond contre Dr No faillit sortir au Japon sous le titre « Nous ne voulons pas de docteur ». Les affiches furent imprimées et remplacées à la dernière minute par celles portant le bon titre. La première de Dr No en Jamaïque n'eut lieu que le 17 septembre 1963. Le film eut son lot de censure. Les autorités voulaient censurer la scène dans laquelle Dent tente de tuer Bond chez Miss Tarot. Le professeur vide son arme sur le lit afin de tuer l'agent secret, et Bond récidive alors que son adversaire est désarmé. Il illustre ainsi sa licence de tuer. À l'origine, James vidait son chargeur sur Dent, à l'image de son adversaire. Mais cette exécution parut trop violente. Dans la version finale, Bond se contente de tirer 2 coups de feu. Toutefois, certaines diffusions télévisées effacèrent le 2e coup de feu, voire la scène entière. Lors du tournage, une prise alternative dans laquelle Dent disposait d'une munition supplémentaire fut filmée afin de permettre à 007 de tuer le géologue en situation de légitime défense. 2 autres scènes furent censurées. Dans la première, lors de sa bagarre avec Jones, James Bond lui assénait un coup de genou dans les parties sensibles. Dans la deuxième, Bond était passé à tabac par les sbires du Dr No. Dernière censure, une ligne de dialogue fut jugée trop sexuellement suggestive. Le Dr No demande à ses gardes d'emporter Honey dans une autre pièce afin de rester avec Bond. L'acteur, à l'origine, disait « Je suis persuadé qu'elle amusera les gardes ». Cette phrase sera doublée au montage et remplacée par « Mes gardes se chargeront de la distraire ». Dans le roman, l'évocation d'un viol éventuel de Honey est à plusieurs reprises suggérée. Mais le film eut également quand même son lot de récompenses. Le film fut nominé aux Laurel Awards en 1964 dans les catégories du meilleur film d'action dramatique, il obtint la 2e place, et du meilleur acteur d'un film d'action pour Sean Connery, il obtint la 3e place. Aux Saturn Awards en 2013 dans la catégorie de la meilleure collection DVD pour Bond 50 Film Collection. Le film fut récompensé d'un Golden Globe en 1964 dans la catégorie Révélation féminine de l'année pour Ursula Andress. Ex-aequo avec Tippi Hedren pour Les Oiseaux et Elke Sommer pour Pas de laurier pour les tueurs. Et pour conclure cette 2e partie, écoutons quelques anecdotes à propos de ce film.
En raison des lois britanniques sur le secret défense, M n'avait pas le droit d'utiliser le terme de MI6, ni de révéler les coulisses des services de renseignement. En post-production, le terme de MI7 fut adopté. Quarel apparaît dans les ouvrages Vivre et laisser mourir, puis Dr No. Sauf que les romans furent portés à l'écran dans l'ordre inverse. Conséquence, le personnage était mort quand les producteurs tournèrent Vivre et laisser mourir, d'où l'apparition du fils de Querelle. Le 14 février 2001, le célèbre bikini blanc porté par Ursula Andress est adjugé par Christie's pour 41 125 000 livres, environ 65 000 €, à Robert Earl, cofondateur de la chaîne de restaurants Planet Hollywood. Ce dernier déclara qu'il s'agissait du plus important objet souvenir jamais proposé dans une vente aux enchères. Le bikini fut à nouveau mis aux enchères en novembre 2020 à Los Angeles. Estimation 500 000 $. Quant à la ceinture, elle appartenait à l'officier de la Royal Navy Gordon Jocelyn. L'actrice pensait qu'il manquait quelque chose à son costume. Un membre de l'équipe de tournage a donc été dépêché sur place pour demander l'aide des marins de la frégate HMS Tourbridge présents sur la plage. Le jeune officier de 28 ans a tendu sa ceinture à la Suissesse et ne l'a jamais revue. La toile aperçue par Bond dans la salle à manger de la forteresse du Dr No est un portrait du duc Wellington peint par Francisco Goya. Le tableau avait été volé en août 1961 à la National Gallery de Londres, quelques mois avant le tournage. Ce vol avait fait la une des journaux britanniques. Il sera retrouvé en mai 1965 dans une consigne de la gare de Birmingham. Le tableau avait été volé par un certain Campton Bunton, un conducteur de bus anglais à la retraite. Il écopa de 3 mois de prison. La présence du tableau est une idée de Joanna Harwood, qui voulait ancrer le film dans l'air du temps. La copie fut réalisée en un week-end d'après une diapositive. Les acteurs Sean Connery et Ursula Andress eurent une liaison durant le tournage. L'Écossais devint d'ailleurs le parrain de Dimitri Hamelin, le fils d'Ursula. Norman Wanstall a créé le son étouffé du pistolet silencieux utilisé par Bond, qui est loin de ressembler au son réel. Ce son cinématographique fut si souvent copié que de nombreuses personnes pensent qu'il s'agit du son réel d'un pistolet silencieux. Lors de la rencontre de Bond et Quarel sur la plage, pour rendre le décor réel, le monteur Peter Hunt a ajouté des voix provenant de personnes lointaines, en plus du bruit des vagues. Pour faire croire aux spectateurs qu'ils sont aveuglés par le flash de l'appareil photo de la journaliste dans le club, Hunt a intercalé une image vierge au montage. Dr No est le seul film de la série à mettre en scène le spectre sans qu'apparaisse Blofeld. La semaine prochaine, nous terminerons l'étude du Dr No avec le relevé des nombreux faux raccords. En attendant, je vous souhaite un bon week-end.